Le 12 mars 2007, Marseille s'éveillait sous un ciel gris typique du printemps méditerranéen. La ville portuaire, avec ses ruelles étroites et son mélange unique de cultures, allait bientôt devenir le théâtre d'une affaire qui entrait ses habitants pendant plus d'une décennie. Noah Bennett, un adolescent de 14 ans aux cheveux châtains et aux yeux vifs, avait prévu de passer quelques heures au Centre culturel jeunesse dans le quartier historique du Panier après ses cours. Fils d'Elise Bennett, une Américaine installée à Marseille depuis 5 ans pour enseigner l'anglais au lycée international, Noah s'était parfaitement intégré à la vie marseillaise. Passionné de musique, il fréquentait régulièrement ce centre pour pratiquer le piano dans les salles mises à disposition des jeunes talents. Il était particulièrement enthousiaste ce jour-là, racontera plus tard Elise aux enquêteurs, la voix brisée par l'émotion. Il avait enfin maîtrisé un morceau difficile de Debussy et voulait le perfectionner avant son audition du mois suivant. Les caméras de surveillance du Centre culturel jeunesse ont enregistré l'arrivée de Noah à 15h17. On le voit saluer d'un geste de la main la réceptionniste, Madame Rousseau, avant de se diriger vers l'aile est du bâtiment, où se trouvaient les salles de musique. Plusieurs témoins confirmeront avoir croisé l'adolescent dans les couloirs ce jour-là, notamment son professeur de piano, Monsieur Lefort, qui échangea quelques mots avec lui vers 16h30. La dernière image de Noah provient d'une caméra extérieure qui le montre quittant le bâtiment à 17h45, son sac à dos sur l'épaule. Il descend les marches en pierre, consulte brièvement son téléphone, puis tourne à droite en direction de la rue des Pistoles. C'est à ce moment précis que Noah Bennett disparaît des écrans de surveillance et de la vie de sa famille. Le trajet entre le centre culturel et l'appartement des Bennett, situé près de la place des Moulins, ne prenait habituellement que 15 minutes à pied. Quand Noah n'était pas rentré à 18h30, Elise commença à s'inquiéter. Elle lui envoya plusieurs messages qui restèrent sans réponse. À 19h, elle contacta les parents des amis de son fils, puis parcourut elle-même le chemin habituel de Noah, scrutant chaque ruelle, chaque recoin du vieux quartier. À 20h45, après 3 heures d'angoisse croissante, Elise Bennett poussa la porte du commissariat du 2e arrondissement pour signaler la disparition de son fils. « Je me souviens parfaitement de cette femme », témoignera plus tard l'officier de police Juliette Moreau. Elle était calme en apparence, mais ses mains tremblaient. Elle répétait que ce n'était pas normal, que son fils n'était pas du genre à disparaître sans prévenir. Malheureusement, la réaction initiale des autorités fut teintée de ce que beaucoup considéreraient plus tard comme une négligence fatale. Le rapport initial classait l'affaire comme une fugue probable d'adolescents, une conclusion hâtive qui orienterait l'enquête dans une mauvaise direction pendant les premières semaines cruciales. On nous a pratiquement dit d'attendre qu'il rentre de lui-même, confiera Elise à un journaliste local 1 an plus tard. J'ai dû insister, supplier pour qu'il comprenne que Noah n'était pas un fugueur. Il était responsable, méticuleux même. Il avait des projets pour le lendemain, pour la semaine suivante, pour son avenir. Ce n'est que le lendemain, face à l'insistance d'Élise et après vérification du dossier scolaire exemplaire de Noah, que l'enquête prit un tournant plus sérieux. Le dossier fut transmis à la brigade des mineurs et confié au détective Marcel Durand, un homme d'expérience connu pour sa ténacité. Les premières 48 heures après une disparition sont souvent décisives. Dans le cas de Noah, ces heures précieuses furent en partie gaspillées par la classification erronée de son cas. Néanmoins, l'équipe de Durand se mit rapidement en action. Les caméras de surveillance de la ville furent analysées, des affiches placardées dans tout Marseille et les médias locaux diffusèrent l'information. Le quartier du Panier, avec ses ruelles labyrinthiques et son architecture médiévale, se prêtait mal à une surveillance électronique complète. De nombreuses zones restaient des angles morts, sans couverture vidéo. Les enquêteurs durent donc s'appuyer largement sur les témoignages humains, recueillant les déclarations de commerçants, résidents et passants qui auraient pu croiser la route de Noah ce jour-là. Une fleuriste de la rue des Pistoles affirma avoir vu un adolescent correspondant à la description de Noah discuter brièvement avec un homme en uniforme près d'une camionnette blanche. Mais son témoignage, recueilli 10 jours après les faits,
manquait de précision quant à l'heure exacte de cette observation. Le téléphone de Noah cessa d'émettre à 18h02, sa dernière position le situant à environ 300 mètres du centre culturel. Cette localisation, dans une zone où plusieurs ruelles se croisent, n'offrait pas de direction claire aux enquêteurs. L'analyse des données téléphoniques révéla que Noah avait reçu un message à 17h40, juste avant de quitter le centre. Le message, envoyé d'un numéro prépayé non identifiable, disait simplement « Salle de stockage à 17h45. J'ai trouvé la partition que tu cherchais ». Mais ce message, qui passerait presque inaperçu dans les premières semaines de l'enquête, deviendrait plus tard un élément crucial du puzzle. Pendant ce temps, la communauté marseillaise se mobilisait. Les camarades de classe de Noah distribuaient des tracts. Les réseaux sociaux naissants diffusaient son portrait. Et des battues citoyennes s'organisaient chaque week-end. Le cas attirait l'attention des médias nationaux, d'autant plus que Noah, fils d'une Américaine, bénéficiait également de la couverture médiatique internationale. C'était un garçon lumineux, témoigna son professeur de musique lors d'une conférence de presse organisée un mois après sa disparition. Il avait un don rare, une sensibilité musicale exceptionnelle. Nous nous préparions pour le concours national des jeunes pianistes. Il avait toutes ses chances. Cette image d'adolescent modèle, loin des clichés du fugueur rebelle, renforçait le mystère entourant sa disparition. À mesure que les jours devenaient des semaines, puis des mois, l'angoisse d'Elise Bennett se transformait en une détermination farouche. Elle quitta temporairement son poste d'enseignante pour se consacrer entièrement à la recherche de son fils, rencontrant quotidiennement les enquêteurs, consultant des détectives privés et maintenant une présence constante dans les médias locaux. Mais malgré tous ces efforts, l'enquête piétinait. Les pistes s'épuisaient les unes après les autres. Les témoignages se contredisaient. Les fouilles des terrains vagues et des bâtiments abandonnés autour du panier ne donnaient rien. L'analyse des antécédents des employés du centre culturel ne révélait aucun comportement suspect évident. En juin 2007, 3 mois après la disparition, le détective Durand fut contraint d'admettre que l'enquête était dans une impasse. Les ressources allouées au cas diminuaient progressivement, d'autres affaires urgentes réclamant l'attention de la brigade. C'est à ce moment qu'un détail, apparemment anodin, fut consigné dans le dossier sans être pleinement exploité. Le registre d'accès du centre culturel indiquait que Noah avait régulièrement utilisé le dépôt d'instruments au sous-sol dans les semaines précédant sa disparition. Ces visites, toujours en fin d'après-midi, coïncidaient avec les horaires de service d'un certain Zachary Thornton, un agent de sécurité américano-français récemment embauché par le centre. Ce détail, noyé parmi des centaines d'autres informations dans un dossier de plus en plus volumineux, ne suscita pas l'intérêt immédiat des enquêteurs. Une occasion manquée qui coûterait encore plusieurs années de souffrance à la famille Bennett. Le 15 juillet 2007, le dossier de Noah Bennett fut officiellement classé comme archivé en attente, une décision administrative qui, sans clore définitivement l'enquête, la mettait en suspens jusqu'à l'apparition de nouveaux éléments significatifs. Pour Elise Bennett, ce fut un coup dévastateur. C'est comme si le système me disait d'abandonner mon enfant, déclara-t-elle lors d'une manifestation organisée devant le commissariat. Mais je n'abandonnerai jamais. Pas tant que je n'aurai pas de réponse. Ce qu'Élise ignorait alors, c'est que ces réponses attendraient encore 16 longues années. 16 années pendant lesquelles le dossier de Noah reposerait dans les archives poussiéreuses de la police judiciaire de Marseille, tandis que quelque part, peut-être pas très loin, les preuves de son destin tragique demeuraient cachées, protégées par le silence et l'oubli. Et pendant tout ce temps, l'homme qui détenait la clé de ce mystère poursuivait sa vie, convaincu que ses actes resteraient à jamais dans l'ombre. Jusqu'à ce qu'un simple carnet de notes, conservé par hasard dans une boîte oubliée, vienne briser ce silence et déclencher une cascade d'événements qui révéleraient enfin la vérité sur le sort de Noah Bennett. Mais cette révélation attendrait l'année 2023, lorsqu'une ancienne employée du centre culturel, en faisant ses cartons pour un déménagement, tomberait sur des observations troublantes
qu'elle avait consignées des années auparavant, des observations concernant le comportement étrange d'un certain agent de sécurité envers les jeunes visiteurs du centre et particulièrement envers un adolescent américain passionné de musique. Août 2007. La chaleur écrasante de l'été marseillais pesait sur la ville comme un linceul. Sur le bureau du détective Marcel Durand, le dossier Bennett était désormais relégué au fond d'un tiroir, officiellement classé en attente de nouveaux éléments. Mais pour Elise Bennett, chaque jour restait une bataille contre l'oubli. « Je me souviens de l'avoir vue chaque matin pendant des mois », raconte Mathilde Dubois, propriétaire d'un café près du commissariat. Elle s'asseyait toujours à la même table, avec ses affiches et ses dossiers. Elle attendait que le détective Durand arrive pour lui demander s'il y avait du nouveau. La réponse était toujours la même. Durand, un homme de 52 ans au visage marqué par des années d'enquête difficiles, n'était pas du genre à abandonner facilement. Mais le cas Bennett l'avait mis face à ses limites. Les contradictions entre les témoignages rendaient impossible toute reconstitution fiable des événements. C'était comme si Noah s'était évaporé entre le centre culturel et son domicile, expliquera Durand des années plus tard lors d'une interview pour un podcast sur les affaires non résolues. Nous avions un adolescent sans histoire, apprécié de tous, qui disparaît sur un trajet de 15 minutes qu'il connaissait par cœur. Pas de demande de rançon, pas de traces de lutte, pas d'activité suspecte sur ses comptes en ligne, juste rien. Cette absence totale d'indices tangibles constituait paradoxalement le trait le plus troublant de l'affaire. Les disparitions d'adolescents, même lorsqu'elles ne sont pas des fugues, laissent généralement des traces. Un témoin fiable, un indice physique, une anomalie dans les habitudes. Dans le cas de Noah, l'enquête semblait se heurter à un mur invisible. À mesure que l'automne approchait, l'attention médiatique diminuait. Les affiches de Noah, décolorées par le soleil et la pluie, devenaient partie intégrante du paysage urbain, presque invisible à force d'être vues. Seule une petite communauté de soutien, organisée autour d'Élise, continuait à maintenir l'affaire vivante. Un groupe Facebook intitulé « Où est Noah Bennett ?» comptait quelques milliers de membres, principalement des Marseillais touchés par l'histoire, mais aussi des Américains sensibilisés par les médias d'outre-Atlantique. Des théories circulaient, certaines plausibles, d'autres relevant de la pure spéculation, enlèvement par un réseau criminel, accident camouflé, fuite volontaire vers l'étranger. En octobre 2007, un événement vint brièvement raviver l'espoir. Un adolescent ressemblant à Noah fut signalé à Nice, à 200 km de Marseille. Durand et son équipe s'y rendirent immédiatement, mais la piste s'avéra fausse. Il s'agissait d'un jeune touriste allemand présentant une ressemblance fortuite avec Noah. Ces fausses alertes étaient dévastatrices pour Madame Bennett, se souvient l'officier Juliette Moreau. Chaque fois, c'était comme revivre la disparition, l'espoir, puis l'effondrement. Pendant ce temps, au Centre culturel jeunesse, la vie avait repris son cours normal. Une plaque commémorative à l'entrée rappelait la disparition de Noah, et une bourse à son nom avait été créée pour soutenir les jeunes musiciens défavorisés. Mais au-delà de ces gestes symboliques, l'institution semblait avoir tourné la page. Ce que personne ne remarqua alors, c'est que certains changements subtils s'étaient opérés dans l'organisation du centre. Les procédures de sécurité avaient été renforcées, sans annonce officielle. Les accès aux zones de stockage étaient désormais strictement contrôlés, et surtout un employé manquait à l'appel. Zachary Thornton, agent de sécurité embauché 6 mois avant la disparition de Noah, avait quitté son poste début avril 2007, soit 3 semaines après l'événement. Sa démission, motivée officiellement par des raisons familiales urgentes, n'avait suscité aucun soupçon particulier. Dans le chaos émotionnel qui suivit la disparition, son départ passa pratiquement inaperçu. Il a mentionné un oncle malade à Toulouse qui avait besoin de soins, expliquera plus tard le directeur du centre, Philippe Mercier. C'était un employé discret, plutôt efficace. Rien dans son comportement n'avait attiré mon attention. Cette absence de suspicion s'expliquait en partie par le profil de Thornton,
Âgé de 38 ans à l'époque, il présentait un parcours professionnel sans faille, des références solides et une attitude généralement coopérative. Fils d'un père américain et d'une mère française, il maîtrisait parfaitement les deux langues, un atout dans un centre fréquenté par de nombreux expatriés. Ce que le dossier d'embauche de Thornton ne mentionnait pas, c'est qu'il avait changé de nom 10 ans plus tôt, après un séjour aux États-Unis. Né Zachary Thibault à Clermont-Ferrand, il avait adopté le nom de son père après un long séjour en Californie. Ce changement d'identité, parfaitement légal mais stratégique, avait effacé les traces d'un passé trouble, notamment une accusation de comportement inapproprié envers un mineur qui n'avait jamais abouti à une condamnation. En décembre 2007, alors que Marseille se préparait aux fêtes de fin d'année, l'enquête sur la disparition de Noah Bennett était pratiquement au point mort. Durand continuait à consacrer quelques heures par semaine au dossier, par conscience professionnelle plus que par réel espoir de percer. Un détail continuait pourtant à le troubler. Ce message reçu par Noah juste avant sa disparition, mentionnant une partition dans la salle de stockage. Les enquêteurs avaient interrogé tous les employés du centre à ce sujet, mais personne n'avait reconnu en être l'auteur. L'analyse du numéro prépayé n'avait mené nulle part. Le téléphone, acheté avec des espèces dans un supermarché de la périphérie, n'avait été utilisé que pour ce seul message avant d'être désactivé. Qui savait que Noah cherchait une partition particulière? Cette question, Durand se l'était posée des dizaines de fois. Les registres du centre indiquaient que Noah avait effectivement demandé plusieurs fois à consulter des partitions rares, conservées dans les archives. Mais ces demandes étaient toujours passées par les canaux officiels, documentés dans le système. Un autre élément intriguant était l'accès récurrent de Noah au dépôt d'instruments. Ce local, situé au sous-sol du bâtiment, servait principalement à stocker les instruments volumineux comme les pianos, harpes et percussions. Noah, en tant que pianiste, n'avait théoriquement aucune raison de s'y rendre régulièrement. Nous avons interrogé son professeur à ce sujet, note Durand dans un rapport daté de janvier 2008. Monsieur Lefort affirme que Noah ne lui a jamais parlé d'un intérêt particulier pour ce local. Selon lui, les pianos utilisés pour les cours étaient tous situés dans les salles de pratique, pas au dépôt. Ces questions, parmi tant d'autres, restèrent sans réponse. À mesure que 2008 avançait, le dossier Bennett devenait progressivement une de ces affaires non résolues qui hantent la carrière d'un enquêteur. Durand, à 2 ans de la retraite, l'évoquait parfois avec ses collègues plus jeunes comme un avertissement sur les limites de leur métier. Pour Elise Bennett, l'absence de progrès dans l'enquête ne signifiait pas l'acceptation. Refusant de retourner aux États-Unis comme le lui suggéraient ses proches, elle s'était installée dans un petit appartement près du commissariat, transformant son salon en une sorte de quartier général dédié à la recherche de son fils. Elle avait créé une chronologie murale impressionnante, raconte Sofia Ricci, une journaliste indépendante qui suivait l'affaire. Chaque mur était couvert de photos, de cartes, de témoignages. Elle avait reconstruit l'enquête à sa façon, plus méticuleuse peut-être que celle de la police. Cette obstination, que certains qualifiaient de malsaine, était en réalité le moteur qui maintenait Élise debout. En transformant sa douleur en action, elle évitait de sombrer dans le désespoir. Son réseau de soutien, composé de voisins, de parents d'élèves et de bénévoles, continuait à distribuer des tracts, à vérifier les signalements et à entretenir la mémoire de Noah dans la conscience collective marseillaise. En juillet 2009, 2 ans après le classement officiel du dossier, un événement inattendu vint bouleverser l'équilibre précaire dans lequel Élise évoluait. Marcel Durand prit sa retraite, emportant avec lui la connaissance intime du dossier Bennett. Son remplaçant, le lieutenant Thomas Girard, apporta un regard neuf, mais aussi une distance émotionnelle que Durand n'avait jamais complètement maintenue. « Je comprends votre douleur, Madame Bennett », déclara Girard lors de leur première rencontre. Mais sans nouveaux éléments concrets, nous ne pouvons pas justifier une réouverture active du dossier. Nous restons bien sûr attentifs à tout signalement. Ces paroles, prononcées avec une compassion sincère, mais aussi une franchise clinique, marquèrent pour Élise la fin d'une époque. La police ne cherchait plus activement Noah.
Désormais, elle était pratiquement seule dans cette quête. Les années suivantes virent Élise transformer progressivement son combat personnel en une cause plus large. En 2011, elle fonda l'Association des familles d'enfants disparus de Provence, offrant soutien et ressources aux parents vivant la même tragédie. Cette structure devint rapidement un interlocuteur respecté des autorités régionales, militant pour l'amélioration des protocoles d'alerte et d'enquête. Pendant ce temps, le Centre culturel jeunesse avait connu plusieurs changements de direction. Les employés présents lors de la disparition de Noah avaient presque tous quitté l'établissement, remplacés par une nouvelle génération qui ne connaissait l'affaire que comme un écho lointain, presque une légende urbaine. Parmi les rares personnes restantes figurait Talia Reeves, une animatrice culturelle franco-américaine qui avait débuté au centre quelques mois avant la disparition. Discrète et consciencieuse, elle avait gravi les échelons jusqu'à devenir responsable de la programmation musicale, le poste qui aurait naturellement intéressé Noah s'il avait eu l'occasion de grandir. Talia n'avait jamais été particulièrement proche de Noah, leurs chemins ne se croisant que rarement dans les couloirs du centre. Mais comme beaucoup d'employés présents à cette époque, elle portait le poids diffus d'une culpabilité collective, ce sentiment tenace que quelque chose aurait pu être fait, qu'un indice aurait dû être remarqué. Ce que personne ne savait, c'est que Talia avait effectivement remarqué quelque chose. Dans les semaines précédant la disparition de Noah, elle avait été témoin d'interactions qui l'avaient suffisamment troublée pour qu'elle les consigne dans un carnet personnel. Des observations sur le comportement d'un collègue en particulier, des intuitions qu'elle n'avait pas osé partager à l'époque, par crainte d'accusations infondées. Ce carnet, glissé dans une boîte de souvenirs lors de son déménagement du studio qu'elle occupait en 2007, avait voyagé avec elle d'appartement en appartement sans jamais être rouvert. Jusqu'à ce jour de janvier 2023 où, préparant un nouveau déménagement vers Lyon, Talia tomberait sur cette boîte oubliée dans un recoin de sa cave. La lecture de ces notes, écrites 15 ans plus tôt, ferait remonter des souvenirs enfouis et déclencherait une réaction en chaîne que personne n'aurait pu prévoir. Pas même Zachary Thornton, qui vivait désormais sous un nouveau nom dans une petite ville du sud-ouest, convaincu que le temps avait effacé toutes les traces de ses actes. Car si les hommes peuvent oublier, les preuves, elles, ont parfois la patience d'attendre des années avant de livrer leurs secrets. Et dans le cas de Noah Bennett, ces secrets étaient sur le point de remonter à la surface, révélant une vérité plus sombre que tout ce qu'Élise avait pu imaginer durant ces longues années d'attente. Lyon, 23 janvier 2023. Une fine couche de neige recouvrait la ville, transformant ses rues en un paysage hivernal presque irréel. Dans un appartement du quartier de la Croix-Rousse, Talia Reeves, désormais âgée de 45 ans, s'affairait à trier ses possessions avant son déménagement prévu pour février. Directrice adjointe d'un prestigieux conservatoire, elle avait accepté un poste qui marquait l'apogée de sa carrière dans l'administration culturelle. « Je n'avais aucune intention de rouvrir cette partie de ma vie », confiera-t-elle plus tard aux enquêteurs. « J'étais simplement en train de décider ce qui valait la peine d'être emporté dans ma nouvelle vie. » La cave de son immeuble recelait plusieurs cartons qu'elle n'avait pas ouverts depuis des années. Parmi eux, une boîte en carton défraîchi portant l'inscription Marseille 2007-2010 au marqueur noir. À l'intérieur, des souvenirs de ses premières années professionnelles, photos, billets de concert, évaluations de performance. Et tout au fond, un carnet à couverture bleue dont elle avait presque oublié l'existence. C'était une habitude que j'avais à l'époque, expliquera Talia. Noter mes impressions, mes préoccupations. Une sorte de journal professionnel, distinct de mon journal intime. J'y consignais mes observations sur le fonctionnement du centre, les dynamiques entre collègues, les idées d'amélioration. En feuilletant ce carnet jauni par le temps, Talia tomba sur une série d'entrées datées de janvier à mars 2007. Ces notes, écrites dans un style télégraphique mais précis, concernaient principalement un de ses anciens collègues, Zachary Thornton. 2 février 2007, ZT encore aperçu en conversation avec NB près du dépôt. 3e fois cette semaine.
Attitude différente avec lui qu'avec les autres jeunes, plus attentif presque, insistant, à surveiller. 15 février 2007, ZT a proposé de réorganiser les horaires pour couvrir spécifiquement les plages de l'après-midi. Coïncidence avec horaire fréquentation N. B. 1er mars 2007, ZT, surpris à consulter le dossier d'inscription de N. B, a prétendu vérifier une autorisation parentale. Mensonge évident, pas dans ses attributions. 10 mars 2007, ZT a offert un livre de partition à NB aujourd'hui, cadeau inapproprié, direction informée, comportement de plus en plus préoccupant. En lisant ces lignes, Talia sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. Les initiales NB désignaient Noah Bennett, cet adolescent disparu dont le visage souriait encore sur quelques affiches défraîchies dans les rues de Marseille. Ces observations, anodines prises individuellement, dessinaient ensemble un schéma troublant qu'elle n'avait pas pleinement saisi à l'époque. « Je me souviens avoir eu des doutes, des intuitions », dira-t-elle plus tard, mais pas assez pour formuler une accusation concrète. Et après la disparition, quand la police a interrogé tout le personnel, j'ai mentionné que Thornton semblait apprécier Noah, mais pas ses détails spécifiques. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la peur de me tromper, de ruiner la réputation de quelqu'un sur de simples impressions. Pendant plusieurs heures, Talia resta immobile sur le sol froid de sa cave, le carnet entre les mains, confrontée à une vérité dérangeante. Elle avait peut-être détenu des informations cruciales pendant toutes ces années sans les partager. La culpabilité, la confusion et finalement la détermination se succédèrent en elle. Le lendemain matin, elle contactait la police de Lyon pour signaler sa découverte. À Marseille, le dossier Bennett dormait dans les archives numériques de la police judiciaire. L'officier qui reçut l'appel transféré depuis Lyon ne saisit pas immédiatement l'importance de ces nouvelles informations. Ce n'est que lorsque le nom Noah Bennett fut mentionné que l'affaire prit une tournure différente. « L'affaire Bennett? Vous êtes sûr ?» La voix de l'agent trahissait sa surprise. « Ce dossier est pratiquement légendaire ici. Attendez, je vous passe la commissaire Fournier. » Isabelle Fournier, récemment promue à la tête de la brigade de protection des mineurs, n'avait que 25 ans lorsque Noah avait disparu. Jeune recrue à l'époque, elle n'avait participé à l'enquête que de façon périphérique. Mais comme tous les policiers marseillais de sa génération, elle connaissait l'affaire par cœur, un de ces cas emblématiques qui marquent l'histoire d'un service. « Madame Reeves, pouvez-vous numériser ces notes et me les envoyer immédiatement ?» demanda Fournier après avoir écouté attentivement le récit de Talia. « Et surtout, ne parlez de ceci à personne pour l'instant. Si vos observations s'avèrent pertinentes, nous aurons besoin de l'effet de surprise. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités dans les bureaux de la BPM. Les notes de Talia, analysées avec attention, offraient enfin un suspect potentiel avec un mobile plausible. Zachary Thornton, cet agent de sécurité discret qui avait quitté Marseille si opportunément après la disparition, devenait subitement le centre de toutes les attentions. « Comment avons-nous pu passer à côté de ça ?» murmura Fournier en parcourant les rapports d'interrogatoire de 2007. La réponse était aussi simple que troublante. Thornton avait été interrogé, comme tous les employés du centre, mais de façon superficielle. Son départ pour Toulouse, expliqué par des raisons familiales, avait été accepté sans vérification approfondie. Dans le chaos de l'enquête initiale, focalisée sur la recherche d'un adolescent possiblement fugueur, la piste d'un prédateur interne n'avait pas été suffisamment explorée. La première tâche consistait maintenant à localiser Thornton. Sa dernière adresse connue à Toulouse datait de 2007, et les bases de données administratives n'indiquaient aucune présence récente sous ce nom dans la région. La possibilité qu'il ait quitté la France ou changé d'identité compliquait considérablement les recherches. « Nous devons procéder méthodiquement », déclara Fournier à son équipe. « Reprenons l'enquête depuis le début, mais cette fois avec Thornton comme point focal. Tout son passé, ses relations, ses emplois antérieurs et ultérieurs. Je veux savoir qui était réellement cet homme. » Les premiers résultats furent révélateurs. Zachary Thornton, né Zachary Thibault, à Clermont-Ferrand en 1969,
avait effectivement un passé plus trouble que son dossier d'embauche ne le laissait paraître. En 1997, alors qu'il vivait en Californie, il avait été suspecté de comportements inappropriés envers un élève de l'école de musique où il travaillait comme assistant administratif. L'affaire n'avait pas abouti à des poursuites faute de preuves suffisantes, mais Thibault avait quitté les États-Unis peu après, reprenant le nom de famille de son père américain à son retour en France. Ce changement d'identité n'était pas illégal en soi, précisa l'officier chargé des recherches. Mais combiné à son historique, il prend une dimension plus inquiétante, plus troublant encore. Entre 1998 et 2006, Thornton avait travaillé dans 5 établissements différents accueillant des mineurs, école de musique, centre de loisirs et finalement le centre culturel jeunesse de Marseille. À chaque fois, son départ coïncidait avec des rumeurs ou des incidents non élucidés, jamais assez graves pour justifier une enquête formelle, mais formant ensemble un pattern préoccupant. Pendant que ses recherches progressaient, Fournier dut prendre une décision délicate. Fallait-il informer Elise Bennett de ces nouveaux développements? Après 16 ans d'attente et de faux espoirs, une piste qui s'avérerait finalement infructueuse pourrait être dévastatrice. Mais lui cacher l'existence d'une enquête active semblait tout aussi cruel. « Je me souviendrai toujours de cet appel », racontera plus tard Elise. « C'était un mardi matin. J'étais en train de préparer un atelier pour l'association quand mon téléphone a sonné. Une voix de femme, professionnelle, mais avec une note d'empathie. « Madame Bennett, ici la commissaire Fournier de la brigade de protection des mineurs. Nous avons reçu de nouvelles informations concernant la disparition de votre fils. » La rencontre entre Fournier et Élise eut lieu le jour même dans un bureau discret du commissariat central. La commissaire, consciente du poids de ses paroles, présenta les faits avec une précaution extrême, soulignant que ces pistes, bien que prometteuses, restaient à confirmer. « Je ne veux pas vous donner de faux espoirs », conclut-elle. « Mais pour la première fois depuis des années, nous avons quelque chose de concret sur quoi travailler. » Élise, dont le visage portait les marques de 16 années d'angoisse, hocha simplement la tête. « Trouvez-le », dit-elle, et ces 2 mots contenaient toute la détermination d'une mère qui n'avait jamais abandonné. Les semaines suivantes virent l'enquête s'accélérer considérablement. La piste de Thornton conduisit les enquêteurs à Toulouse, puis à Montauban, et finalement à Agen, où il semblait s'être établi sous le nom de Victor Thorne depuis 2015. Employé comme agent de maintenance dans une école primaire privée, il vivait seul dans un petit pavillon de banlieue, menant une vie apparemment sans histoire. Une surveillance discrète fut mise en place pendant que les enquêteurs continuaient à rassembler des preuves. L'ancien appartement de Thornton à Marseille, qui n'avait jamais été perquisitionné en 2007, était malheureusement occupé par de nouveaux locataires depuis longtemps. Mais un fait surprenant émergea. Le propriétaire, un investisseur immobilier possédant plusieurs biens dans la ville, avait conservé cet appartement vacant pendant presque 2 ans après le départ précipité de Thornton. Il avait payé 1 année de loyer d'avance, expliqua le propriétaire aux enquêteurs. Puis il a disparu. J'ai essayé de le contacter pour récupérer ses affaires, mais il ne répondait jamais. Finalement, j'ai fait vider l'appartement par une entreprise de débarras et j'ai tout stocké dans un garde-meuble pendant quelques années, comme la loi l'exige. Cette révélation ouvrit une nouvelle piste. Existait-il encore des effets personnels de Thornton quelque part? Le garde-meuble en question avait changé de propriétaire 2 fois depuis 2009, mais les registres informatiques, heureusement préservés, confirmèrent qu'un lot au nom de Z. Thornton avait bien été conservé jusqu'en 2012, date à laquelle il avait été considéré comme abandonné et vendu aux enchères selon la procédure standard. Les enchères de garde-meubles sont populaires à Marseille, expliqua le responsable actuel. Les acheteurs espèrent toujours trouver des trésors cachés. Je peux vous donner le nom de l'acquéreur si vous retrouvez le numéro de lot dans nos archives. Cette piste conduisit les enquêteurs chez Raymond Pelletier, un brocanteur à la retraite qui se souvenait parfaitement de cet achat. Un lot étrange, commenta-t-il, principalement des livres, des vêtements et une grande malle verrouillée.
Je n'ai jamais réussi à l'ouvrir sans l'endommager, alors je l'ai revendue telle quelle à un collectionneur qui aime ce genre d'objets mystérieux. Ce collectionneur, un certain Paul Durand, possédait une boutique d'antiquités dans le quartier du Panier, une coïncidence géographique qui fit frissonner les enquêteurs. Lorsqu'ils le contactèrent, sa réponse les stupéfia. La malle de Thornton? Bien sûr que je l'ai encore. Ces serrures anciennes sont pratiquement impossibles à forcer sans expertise, et je n'ai jamais trouvé le temps de contacter un spécialiste. Elle est dans ma réserve depuis des années. Le 15 mars 2023, équipés d'un mandat de perquisition, les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs pénétrèrent dans la boutique de Durand. La malle, un modèle robuste des années 1990, fut saisie et transportée au laboratoire de police technique et scientifique. L'ouverture de la malle, filmée en présence d'un juge d'instruction, révéla un contenu qui confirma les pires soupçons. Des centaines de photographies d'adolescents prises à leur insu, des journaux intimes détaillant des fantasmes troublants, et surtout, dans un compartiment secret, un uniforme scolaire correspondant à celui porté par Noah le jour de sa disparition. Les analyses ADN confirmeraient plus tard que des traces biologiques appartenant à l'adolescent étaient présentes sur ses vêtements. Cette découverte décisive permit enfin l'émission d'un mandat d'arrêt contre Zachary Thornton. Le 2 avril 2023, une équipe d'intervention interpella Victor Thorne alors qu'il quittait son domicile d'Agen pour se rendre à son travail. L'homme, dont les cheveux grisonnants et les traits épaissis rendaient la ressemblance avec ses anciennes photos difficiles à établir au premier coup d'œil, ne manifesta aucune résistance. « C'était comme s'il s'attendait à ce moment depuis 16 ans », raconta plus tard le chef d'équipe. Il a simplement dit « Ça a pris plus de temps que je ne pensais ». Pendant ce temps, à Marseille, une autre équipe perquisitionnait son domicile d'Agen, découvrant un ordinateur dont l'analyse révélerait bientôt des preuves encore plus accablantes. Car Zachary Thornton, confiant dans son impunité après tant d'années, avait commis l'erreur fatale que commettent souvent les criminels. Il avait conservé des preuves de son crime, incapable de s'en détacher complètement. Ces preuves, combinées aux notes de Talia Reeves et aux éléments de l'enquête initiale revisités sous un nouvel angle, formaient désormais un dossier solide. Mais la question qui hantait Elise Bennett depuis 16 ans restait sans réponse. Qu'était-il arrivé exactement à Noah ce 12 mars 2007? Pour obtenir cette réponse, les enquêteurs devraient maintenant plonger dans les méandres de la psychologie d'un prédateur, un homme qui avait passé plus de la moitié de sa vie à dissimuler sa véritable nature derrière une façade de normalité. Un homme qui, peut-être, détenait encore des secrets plus sombres que ceux déjà découverts. À mesure que l'enquête progressait, un portrait inquiétant se dessinait, celui d'un prédateur méthodique qui avait potentiellement fait d'autres victimes au cours de sa carrière itinérante. Et si Noah avait été la seule victime dont la disparition avait déclenché une enquête d'envergure, combien d'autres enfants avaient pu croiser la route de Thornton sans que personne ne fasse le lien? C'est cette question qui conduirait bientôt les enquêteurs à explorer une piste technologique qu'ils n'avaient pas anticipée. L'existence d'un serveur privé caché derrière plusieurs couches de sécurité où Thornton conservait ses archives les plus compromettantes, y compris des enregistrements de caméras de surveillance modifiés qui révéleraient enfin la vérité sur les derniers moments de Noah Bennett au Centre culturel Jeunesse de Marseille. Un prédateur du XXIe siècle laisse toujours des traces numériques. Cette phrase, prononcée par la commissaire Isabelle Fournier lors d'une réunion d'équipe le 5 avril 2023, allait définir l'orientation de la phase suivante de l'enquête. 3 jours après l'arrestation de Zachary Thornton, l'euphorie initiale avait cédé la place à une détermination méthodique. Les preuves physiques découvertes dans la malle, l'uniforme de Noah, les photographies, les journaux étaient accablantes. Mais elle ne racontait pas toute l'histoire. « Thornton refuse de parler », expliqua l'officier chargé des interrogatoires. « Il a demandé un avocat et depuis, il se contente de répondre « pas de commentaires » à toutes nos questions. » Classique. Cette attitude n'était pas surprenante. Après 16 années de liberté,
Thornton savait que chaque mot prononcé pouvait l'enfoncer davantage. Sa stratégie semblait claire, gagner du temps, espérer que certaines preuves restent introuvables et négocier éventuellement une peine réduite contre des aveux partiels. Mais Fournier n'avait pas l'intention de lui laisser le contrôle du récit. Cet homme a vécu à l'ère numérique, souligna-t-elle. Il a utilisé des téléphones, des ordinateurs, des cartes bancaires, et surtout, il travaillait dans un bâtiment équipé de caméras de surveillance. S'il a commis un crime dans ce centre, il existe forcément des enregistrements. Cette réflexion souleva une question troublante. Pourquoi ces enregistrements n'avaient-ils pas été exploités en 2007 ? Les rapports de l'époque mentionnaient bien des vérifications des caméras de surveillance, montrant Noah quittant le bâtiment à 17h45. Mais ces images constituaient le dernier témoignage visuel de sa présence. Après cela, le néant. « J'ai une théorie », intervint Lucas Mercier, le spécialiste en cybercriminalité récemment affecté à la brigade. Et si Thornton avait manipulé ces enregistrements ? En tant qu'agent de sécurité, il avait probablement accès au système de surveillance. Cette hypothèse méritait d'être explorée. Une demande fut immédiatement envoyée au Centre culturel jeunesse pour récupérer les archives de surveillance de mars 2007, si elles existaient encore. La réponse, arrivée le lendemain, fut décevante mais prévisible. Les enregistrements avaient été conservés pendant la durée légale de 5 ans, puis détruits lors d'une mise à niveau du système en 2012. « C'est un revers, mais pas une impasse », déclara Fournier. « Si Thornton a manipulé ces images, il a dû conserver les originaux quelque part. Un trophée, une assurance. Les prédateurs gardent souvent des preuves de leurs crimes. » L'analyse de l'ordinateur saisi au domicile d'Agen offrit une première confirmation de cette théorie. Derrière une façade de normalité, factures, courriel professionnel, photos de vacances, se cachait une structure de fichiers complexe protégée par plusieurs couches de cryptage. Les techniciens du département informatique travaillaient jour et nuit pour y accéder, mais le système de sécurité mis en place par Thornton se révélait particulièrement sophistiqué. Il était plus qu'un simple agent de sécurité, commenta l'expert principal. Ses compétences en informatique dépassent largement celles d'un amateur. Nous parlons de quelqu'un qui comprend les protocoles de cryptage avancés. Cette découverte incita les enquêteurs à creuser davantage le parcours professionnel de Thornton. Son CV officiel mentionnait brièvement un stage technique chez un fournisseur de systèmes de sécurité en 2003, mais sans détail. Les recherches révélèrent que cette entreprise, désormais fermée, s'était spécialisée dans l'installation et la maintenance de systèmes de vidéosurveillance pour institutions publiques. « Voilà notre lien », s'exclama Fournier. Il a acquis ses compétences techniques bien avant d'arriver au centre culturel. Ce n'était pas un hasard s'il a postulé pour ce poste d'agent de sécurité. Il savait exactement quel accès cela lui donnerait. Pendant ce temps, l'équipe explorait une autre piste numérique, les communications de Thornton. L'analyse des relevés téléphoniques de 2007, conservés dans les archives de l'opérateur, révéla un schéma intéressant. Dans les semaines précédant la disparition de Noah, Thornton avait contacté à plusieurs reprises un certain Marcus Reyes, un technicien informatique freelance basé à Barcelone. Reyes, retrouvé et interrogé par la police espagnole, se montra coopératif. « Oui, je me souviens de ce client », confirma-t-il. « Il m'a payé pour configurer un serveur privé avec une sécurité renforcée. Rien d'illégal en soi, beaucoup de gens veulent protéger leur vie privée en ligne, mais il était particulièrement insistant sur l'anonymat total. Cette information était cruciale. Si Thornton avait créé un serveur privé juste avant la disparition de Noah, il existait une forte probabilité qu'il y ait stocké des données compromettantes. Mais comment localiser ce serveur après tant d'années? La réponse vint d'une source inattendue, les relevés bancaires. Thornton, malgré sa prudence dans le domaine numérique, avait maintenu le même compte bancaire depuis 2005. Les archives montraient des paiements mensuels réguliers à une société d'hébergement web suisse depuis mars 2007 jusqu'à son arrestation en 2023. 16 ans de paiements ininterrompus, souligna l'analyste financier.
Quel que soit le contenu de ce serveur, il tenait suffisamment à le préserver pour continuer à payer, même après avoir changé d'identité. Armée d'un mandat international, la brigade contacta la société suisse qui confirma l'existence d'un serveur privé loué par Z Thornton depuis 2007. Conformément à la législation sur la protection des données, la société ne pouvait pas donner accès au contenu sans décision judiciaire, mais elle fournit les métadonnées, taille du stockage, date de connexion, adresse IP utilisée. Ces informations permirent d'établir que Thornton s'était connecté à ce serveur régulièrement depuis 16 ans, avec une fréquence accrue autour des anniversaires de la disparition de Noah, un comportement typique des criminels revisitant le souvenir de leurs actes. Le 20 avril 2023, après 2 semaines de procédures juridiques complexes impliquant les autorités françaises et suisses, les enquêteurs obtinrent finalement l'accès au serveur de Thornton. Ce qu'ils y découvrirent dépassa leurs pires craintes. C'était méthodiquement organisé, rapporta l'expert informatique, visiblement ébranlé. Des dossiers par date, par lieu, par type d'activité. Certains remontaient jusqu'à 1995. Noah n'était pas la première victime, loin de là. Le serveur contenait des milliers de fichiers, photographies, vidéos, journaux numériques détaillant les fantasmes et actions de Thornton sur près de 3 décennies. Mais c'est un dossier spécifique, intitulé simplement NB12-0307, qui retint immédiatement l'attention des enquêteurs. À l'intérieur se trouvaient les enregistrements originaux des caméras de surveillance du Centre culturel jeunesse, minutieusement sauvegardés avant d'être manipulés dans le système officiel. Ces vidéos racontaient une histoire très différente de celle présentée à la police en 2007. Sur les images authentiques, on voyait clairement Noah quitter la salle de musique à 17h30, puis être abordé dans le couloir par Thornton. Une conversation brève, un message montré sur un téléphone, puis Noah suivant l'agent de sécurité, non pas vers la sortie principale, mais vers les escaliers menant au sous-sol, une zone hors de portée des caméras officielles. Mais Thornton, dans sa méticulosité morbide, avait installé sa propre caméra dissimulée dans cette zone. Les enregistrements montraient Noah entrant dans le local de stockage des instruments, apparemment à la recherche d'une partition. On voyait ensuite Thornton verrouiller la porte derrière eux. La vidéo s'interrompait à ce moment, mais reprenait plus tard, montrant Thornton seul, transportant un grand étui d'instruments vers le parking souterrain. « Il a utilisé un étui de contrebasse », murmura Fournier, horrifié par l'implication. L'adolescent aurait pu tenir à l'intérieur. Plus troublant encore, les fichiers suivants documentaient méticuleusement comment Thornton avait manipulé les enregistrements officiels. Il avait superposé des images préenregistrées de Noah quittant le bâtiment par l'entrée principale, images capturées lors d'une précédente visite de l'adolescent. Cette falsification, réalisée avec une expertise technique considérable, avait parfaitement trompé les enquêteurs de 2007, qui n'avaient aucune raison de suspecter une altération. C'est pour ça qu'on le voyait consulter son téléphone sur les images de sortie, nota un enquêteur. Ce n'était pas le 12 mars, mais un jour antérieur. Il avait préparé son coup, enregistré les habitudes de Noah, puis utilisé ces images pour créer un faux parcours de sortie. Dans son journal numérique, Thornton détaillait froidement comment il avait attiré Noah dans le local de stockage, en lui envoyant un message concernant une partition rare. Comment il avait profité de la confiance de l'adolescent. Comment il l'avait ensuite transporté, inconscient, dans cet étui jusqu'à sa voiture, profitant de son statut d'agent de sécurité pour quitter le bâtiment sans éveiller de soupçons. Les entrées suivantes décrivaient son trajet vers un cabanon isolé dans les collines, au nord de Marseille, propriété louée sous un faux nom quelques mois auparavant. C'est là que Noah avait passé ses dernières heures, avant que Thornton ne supprime toute trace de sa présence. « Nous avons besoin des coordonnées exactes de ce cabanon », ordonna immédiatement Fournier. « Si les indications de son journal sont précises, nous pourrons peut-être enfin retrouver Noah. » L'emplacement, identifié grâce aux descriptions détaillées et aux photographies stockées sur le serveur, correspondait à une propriété abandonnée dans le massif de l'Étoile.
Une équipe de recherche, comprenant des archéologues forensiques et des chiens spécialisés, fut déployée le 25 avril 2023. Après 2 jours de fouilles minutieuses, les restes de Noah Bennett furent finalement découverts, enterrés profondément sous un olivier centenaire. L'examen médico-légal confirmerait plus tard son identité par analyse ADN et déterminerait que le décès remontait à mars 2007, compatible avec la date de sa disparition. Pour Elise Bennett, cette découverte représentait la fin d'un calvaire de 16 ans, non pas la fin heureuse qu'elle avait parfois osé espérer dans ses moments les plus optimistes, mais au moins une forme de certitude, la possibilité de faire son deuil et d'offrir à son fils une sépulture digne. « Je savais, au fond de moi, qu'il ne reviendrait pas », confia-t-elle lors d'une brève déclaration aux médias, mais une partie de mon cœur refusait d'abandonner l'espoir. Maintenant, je peux au moins lui dire adieu. Confronté à ces preuves accablantes, les enregistrements vidéo authentiques, son propre journal détaillant le crime et la découverte du corps, Thornton abandonna sa stratégie de silence. Le 3 mai 2023, en présence de son avocat, il demanda à s'entretenir avec la commissaire Fournier. « Je suis prêt à faire une déclaration complète », annonça-t-il d'une voix monocorde, presque détachée. « À une condition, je veux que tout soit enregistré. Mon histoire mérite d'être entendue dans son intégralité. » Cette requête, à la fois troublante et révélatrice de la psychologie du criminel, fut acceptée par le juge d'instruction. Le lendemain débuterait une confession de 3 heures qui glacerait le sang des enquêteurs les plus aguerris. Le récit méthodique d'un prédateur qui avait passé une vie entière à perfectionner l'art de la dissimulation. Dans cette confession, Thornton révélerait non seulement les détails du meurtre de Noah, mais aussi comment il avait manipulé le système de sécurité du centre culturel, comment il avait soigneusement sélectionné sa victime après des semaines d'observation, et comment il avait planifié son départ de Marseille bien avant de passer à l'acte. Mais peut-être plus important encore pour l'enquête, il fournirait des informations sur d'autres victimes potentielles dans différentes villes où il avait travaillé, déclenchant une vague de réouverture de dossiers de disparition non résolus à travers la France et même aux États-Unis. Car le serveur privé de Thornton n'avait pas livré tous ses secrets. Des dossiers codés restaient à déchiffrer, des pseudonymes à identifier, des lieux à explorer. Et à mesure que ces informations seraient analysées, un tableau encore plus sombre se dessinerait, celui d'un criminel en série qui avait opéré pendant des décennies à l'abri des regards, protégé par sa discrétion et sa maîtrise des outils numériques. La découverte de ce serveur et son contenu soulèverait également des questions troublantes sur les failles dans les systèmes de protection de l'enfance et de sécurité des établissements publics. Comment un individu avec des antécédents suspects avait-il pu obtenir un poste lui donnant accès à des mineurs? Comment ces manipulations des systèmes de surveillance avaient-elles pu passer inaperçues? Ces questions mèneraient bientôt à un examen approfondi des procédures de recrutement et de sécurité dans tous les établissements accueillant des enfants à Marseille. Un héritage indirect mais crucial de l'affaire Bennett qui contribuerait peut-être à prévenir de futures tragédies. Mais pour l'instant, alors que le mois d'avril 2023 touchait à sa fin, l'équipe d'enquêteurs se préparait à entendre la confession de Zachary Thornton, un moment que certains redoutaient autant qu'ils l'attendaient. Car au-delà des preuves techniques et des reconstitutions forensiques, ils allaient enfin entendre, de la bouche même du coupable, pourquoi et comment un adolescent prometteur avait vu sa vie brutalement interrompue un jour de mars 2007, dans un centre culturel supposé être un havre de sécurité, le 4 mai 2023, 9h ans. Salle d'interrogatoire numéro 3 du commissariat central de Marseille. Les murs gris, dépouillés de toute décoration, semblaient absorber la lumière des néons. Face à la caméra d'enregistrement, 3 personnes étaient assises autour d'une table métallique. La commissaire Isabelle Fournier, maître Laurent Dubois, avocat de la défense, et l'homme que tout Marseille connaissait désormais sous son véritable nom, Zachary Thornton. « L'enregistrement commence maintenant », annonça Fournier d'une voix neutre.
Jeudi 4 mai 2023, 9h02. Audition de Monsieur Zachary Thornton concernant la disparition et le décès de Noah Bennett, survenu le 12 mars 2007. Sont présents la commissaire Isabelle Fournier, maître Laurent Dubois et le suspect. Thornton, vêtu d'une chemise grise standard fournie par l'administration pénitentiaire, gardait les yeux fixés sur la table. À 54 ans, son apparence était celle d'un homme ordinaire, cheveux grisonnants coupés courts, très fatigué mais sans particularité mémorable, silhouette moyenne. Cette banalité physique, qui lui avait permis de se fondre dans la masse pendant tant d'années, semblait presque étudiée. Monsieur Thornton a demandé cette audition et souhaite faire des déclarations concernant les faits qui lui sont reprochés. Poursuivit Fournier. Je vous rappelle que vous êtes en droit de garder le silence, que tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans le cadre des procédures judiciaires en cours. Un hochement de tête. Puis, après un long silence, Thornton leva enfin les yeux vers la caméra. Sa voix, lorsqu'il commença à parler, était calme, presque professorale. « J'ai beaucoup réfléchi à la façon de commencer, dit-il. Par des excuses, peut-être, mais ce serait insultant pour la famille de Noah. Par une justification, il n'y en a pas. Alors je vais simplement raconter les faits dans l'ordre chronologique. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas, comprendre comment et pourquoi. Ce qui suivit fut un récit méthodique, livré avec un détachement clinique qui rendait son contenu d'autant plus glaçant. Thornton expliqua comment il avait repéré Noah dès son arrivée au centre culturel en octobre 2006. Il se démarquait, expliqua-t-il, pas seulement par son talent musical, qui était évident, mais par sa vulnérabilité. Un adolescent américain dans un environnement français, cherchant à s'intégrer tout en restant lui-même. J'ai reconnu en lui le profil idéal, sociable mais réservé, confiant mais naïf. Durant les mois suivants, Thornton avait méthodiquement gagné la confiance de l'adolescent. De petites conversations anodines, aux conseils sur la musique, puis aux cadeaux apparemment innocents, des partitions, un métronome, des livres sur les grands compositeurs, chaque interaction soigneusement calculée pour renforcer son image de mentor bienveillant. Le système de sécurité du centre était remarquablement déficient, poursuivit-il, avec ce qui ressemblait presque à de la fierté professionnelle. Caméras obsolètes, zones non couvertes, sauvegardes non cryptées. En tant qu'agent de sécurité, j'avais accès à tout. J'ai d'abord modifié les enregistrements pour des tests mineurs, effacé ma présence dans un couloir, créé une boucle de 10 minutes dans la cafétéria. Personne n'a jamais rien remarqué. En parallèle, il avait étudié méticuleusement les habitudes de Noah, ses horaires, ses trajets, ses interactions sociales. Il savait que l'adolescent restait souvent tard pour pratiquer le piano, que sa mère travaillait jusqu'à 18h30 les lundis et mardis, qu'il prenait toujours le même chemin pour rentrer chez lui. Le 12 mars n'était pas une date arbitraire, révéla Thornton. C'était le premier jour où tous les éléments s'alignaient parfaitement. J'étais seul responsable de la fermeture du bâtiment, le directeur était en déplacement et Noah avait mentionné chercher une partition spécifique pour son audition. La sonate No. 14 de Beethoven, la claire de lune. Le message envoyé depuis un téléphone prépayé à 17h40, le rendez-vous au dépôt d'instruments, l'agression rapide et silencieuse, Thornton décrivait ces événements comme s'il récitait une recette de cuisine, détachant soigneusement chaque étape de toute émotion. L'étui de contrebasse était préparé depuis des semaines dans mon casier personnel, continua-t-il. J'avais déjà effectué plusieurs sorties avec des instruments volumineux, établissant un précédent qui ne susciterait aucune question. Les gardes de l'entrée du parking souterrain ne vérifiaient jamais le contenu. Pourquoi l'auraient-ils fait? J'étais l'un des leurs. Fournier, dont le visage demeurait impassible malgré l'horreur du récit, intervenait occasionnellement pour des précisions. « Aviez-vous planifié ce crime longtemps à l'avance »« 6 mois, répondit Thornton sans hésitation. « Depuis mon embauche, en réalité. Le centre culturel n'était pas un hasard. J'avais spécifiquement postulé là après avoir identifié ses vulnérabilités. J'avais même loué le cabanon 3 mois avant sous le nom de Pierre Moreau, avec des documents falsifiés. Ce niveau de préméditation,
Cette patience froide dans la planification révélait une personnalité criminelle particulièrement dangereuse. Thornton n'agissait pas sous l'impulsion, mais après des mois de préparation minutieuse, éliminant systématiquement tout risque d'être découvert. « Et les manipulations des vidéos de surveillance ?» demanda Fournier. « J'avais préenregistré des séquences de Noah quittant le bâtiment lors de jours précédents, » expliqua Thornton. Le système permettait de remplacer des segments entiers sans laisser de traces visibles. J'ai simplement substitué la vraie sortie de Noah, qui n'a jamais eu lieu, par ces images préenregistrées. Puis j'ai effacé toute trace de notre passage au sous-sol. Le plus troublant dans cette confession n'était pas tant les détails techniques que l'absence totale de remords ou d'émotion dans la voix de Thornton. Il parlait de la fin de la vie d'un adolescent comme d'un simple problème logistique qu'il avait résolu avec efficacité. Lorsque Fournier l'interrogea sur ce qui s'était passé au cabanon, Thornton marqua une pause, la première depuis le début de son récit. Son regard se perdit brièvement dans le vide, comme s'il revisitait mentalement la scène. « Je préfère ne pas entrer dans ces détails », dit-il finalement. « Les preuves médico-légales vous ont déjà donné ces réponses. Ce qui importe, c'est que j'ai ensuite nettoyé méticuleusement les lieux, enterré le corps sous l'olivier et quitté Marseille le 2 avril après avoir soigneusement préparé mon départ pour qu'il paraisse naturel. Le 16 octobre 2023, le palais de justice de Marseille se dressait, imposant, sous un ciel d'automne d'un bleu intense. Depuis l'aube, une foule s'était rassemblée sur les marches, journalistes, caméras, mais aussi simples citoyens venus assister à l'épilogue d'une affaire qui avait hanté la ville pendant plus de 16 ans. À l'intérieur, la salle d'audience numéro 3, la plus grande du palais, était pleine à craquer. Au premier rang, Elise Bennett, désormais âgée de 54 ans, attendait en silence, entourée de membres de son association et d'amis fidèles, qui l'avait soutenu pendant cette longue traversée du désert. Son visage, marqué par les épreuves mais empreint d'une dignité remarquable, ne trahissait aucune émotion. À 9h30 précise, la cour fit son entrée, présidée par le juge Pierre Beaumont, magistrat respecté, connu pour sa rigueur et son impartialité. Le procès de Zachary Thornton, qui s'était étendu sur 3 semaines d'audience, parfois éprouvantes, touchait à sa fin. Aujourd'hui serait prononcé le verdict. « Veuillez faire entrer l'accusé », ordonna Beaumont d'une voix grave. Zachary Thornton apparut, escorté par 2 gardes. Vêtu d'un costume gris terne, il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis son arrestation 6 mois plus tôt. Son regard, autrefois détaché et clinique lors de sa confession, paraissait maintenant éteint, comme si la réalité de sa situation l'avait finalement rattrapé. Le silence qui s'abattit sur la salle était presque palpable. Beaumont parcourut l'assemblée du regard avant de prendre la parole. Après avoir entendu l'ensemble des témoignages, examiné toutes les preuves présentées par l'accusation et la défense et délibéré conformément à la loi, cette cour est parvenue à une décision concernant l'accusé, Zachary Thornton, né Zachary Thibault. Le juge marqua une pause, puis poursuivit d'une voix claire et ferme. « Zachary Thornton, vous avez été reconnu coupable d'enlèvement de mineurs, d'abus d'autorité, d'homicide volontaire avec préméditation et de multiples infractions connexes concernant la falsification de preuves et l'entrave à la justice. » Un murmure parcourut l'assistance, rapidement étouffé par le coup de marteau du juge. « Le jury a été particulièrement frappé par la nature préméditée de vos actes, la méthode calculatrice employée et l'absence totale de remords manifestée tout au long de cette procédure. En conséquence, la Cour vous condamne à 30 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins 20 ans de cette peine. » La sentence, bien que prévisible, provoqua une onde de soulagement dans la salle. Non pas de joie, rien ne pourrait jamais ramener Noah ou effacer 16 années de souffrance, mais le sentiment que justice était enfin rendue. Beaumont n'avait cependant pas terminé. Se tournant vers Elise Bennett, il ajouta « Cette cour tient à reconnaître la persévérance et la dignité extraordinaire dont a fait preuve Madame Bennett tout au long de ces années. Sa détermination à obtenir la vérité, malgré les obstacles et les faux espoirs, force le respect. »
Aucune décision judiciaire ne pourra jamais compenser la perte qu'elle a subie, mais nous espérons que ce verdict apportera une forme de clôture à son long combat. Élise hocha simplement la tête, une larme silencieuse coulant sur sa joue. Ce moment, attendu pendant si longtemps, semblait presque irréel. À la sortie du tribunal, sous le soleil de midi, elle accepta de faire une brève déclaration aux médias rassemblés. La justice a fait son travail, et je suis reconnaissante envers tous ceux qui ont contribué à résoudre cette affaire après tant d'années, dit-elle d'une voix posée. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de l'homme qui m'a pris mon fils. Je préfère parler de Noah, de son sourire, de sa musique, de ses rêves, et de tous ces enfants qui, comme lui, méritent d'être protégés. Elle annonça alors officiellement la création de la fondation Noah Bennett, dédiée à la protection des mineurs et à l'amélioration des systèmes de sécurité dans les établissements accueillant des jeunes. Si cette tragédie peut servir à prévenir d'autres drames similaires, alors peut-être que la vie de Noah n'aura pas été prise en vain, conclut-elle avant de s'éloigner, entourée de ses proches. Dans les semaines qui suivirent le verdict, l'affaire Bennett produisit des ondes de choc bien au-delà du cas individuel de Thornton. La révélation des failles systémiques qui avaient permis à un prédateur d'opérer impunément déclencha une réévaluation complète des protocoles de sécurité dans les institutions publiques marseillaises. Le Centre culturel jeunesse, où tout avait commencé, fut le premier à mettre en place des réformes drastiques, vérification approfondie des antécédents pour tous les employés en contact avec des mineurs, système de surveillance modernisé avec sauvegarde cryptée externe, zones sensibles équipées de multiples caméras, et interdiction formelle pour un adulte de se retrouver seul avec un mineur dans des espaces isolés. Ces mesures, initialement perçues comme excessives par certains, furent rapidement adoptées par d'autres établissements, créant un nouveau standard de protection qui se propagerait ensuite à l'échelle nationale. Une directive ministérielle, surnommée officieusement Protocole Bennett, établirait en 2024 des exigences minimales de sécurité pour tous les lieux accueillant régulièrement des enfants et adolescents. L'enquête sur Thornton, quant à elle, continuait à produire des révélations troublantes. L'analyse complète de son serveur privé avait permis d'identifier 4 autres cas de disparition non élucidés, potentiellement liés à ses activités entre 1995 et 2006. Dans 2 de ces cas, des restes humains furent découverts aux endroits indiqués dans ces journaux cryptés, permettant enfin à d'autres familles d'obtenir des réponses après des décennies d'incertitude. Pour la commissaire Isabelle Fournier et son équipe, l'affaire Bennett devint un cas d'école, régulièrement présenté aux nouvelles recrues comme exemple de la nécessité de réévaluer périodiquement les dossiers non résolus à la lumière des avancées technologiques et des nouvelles méthodologies d'enquête. Si nous avions eu les outils d'analyse numérique de 2023 en 2007, ou si quelqu'un avait pensé à vérifier plus minutieusement le passé de Thornton à l'époque, l'histoire aurait pu être différente, expliquait-elle lors de ses sessions de formation. C'est une leçon d'humilité pour notre profession, mais aussi un rappel que la persévérance finit souvent par payer. Talia Reeves, dont les notes avaient initié la réouverture de l'enquête, reçut une lettre personnelle de remerciement d'Élise Bennett. Les 2 femmes se rencontrèrent finalement lors de l'inauguration de la fondation en décembre 2023, créant un lien né de circonstances tragiques, mais tourné vers un avenir constructif. Je me suis longtemps demandé ce qui se serait passé si j'avais parlé plus tôt, si j'avais fait davantage confiance à mes intuitions en 2007, confia Talia lors de cette rencontre. Cette culpabilité m'a hanté pendant des années. Nous ne pouvons pas changer le passé, répondit Élise avec une sagesse durement acquise. Mais nous pouvons influencer l'avenir, et c'est ce que nous faisons maintenant, ensemble. 1 an après le verdict, en octobre 2024, une cérémonie sobre mais émouvante eut lieu au cimetière Saint-Pierre de Marseille. Les restes de Noah Bennett, finalement libérés par la justice après avoir servi de preuve dans le procès, furent inhumés en présence d'une centaine de personnes, familles, amis, mais aussi enquêteurs, journalistes et anonymes touchés par cette histoire.
Sur la pierre tombale, simple et élégante, figuraient ces mots choisis par Élise. Noah Bennett, 1992-2007. Ta musique continue à résonner dans nos cœurs. La commissaire Fournier, présente à la cérémonie, observait de loin la silhouette d'Élise qui se tenait droite malgré le poids du chagrin. Dans sa carrière déjà longue, elle avait vu trop de familles brisées par des actes de violence inexplicables. Mais elle avait rarement rencontré une telle force, une telle capacité à transformer la douleur en action positive. L'affaire est officiellement close, murmura-t-elle à Marcel Durand, l'ancien détective désormais retraité qui avait fait le déplacement pour l'occasion. Mais son impact ne fait que commencer. Durand, dont les cheveux étaient maintenant entièrement blancs, hocha la tête en silence. Pour lui, qui avait porté le poids de cet échec pendant 16 ans, ce jour représentait une forme de rédemption, non pas un effacement de la tragédie, mais la preuve que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par émerger si on refuse de l'abandonner aux ténèbres de l'oubli. Alors que les dernières notes de la sonate Clair de lune de Beethoven, le morceau que Noah avait tant travaillé, s'élevaient dans l'air automnal, Élise déposa une rose blanche sur la tombe et murmura un dernier au revoir à son fils. Puis, redressant les épaules, elle se tourna vers l'avenir, un avenir où la mémoire de Noah continuerait à vivre à travers chaque enfant protégé grâce au combat qu'elle avait mené en son nom. Car si l'affaire Bennett était désormais classée dans les archives de la police judiciaire, son héritage, lui, ne faisait que commencer. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à son terme. Caso Arquivado de 2007 en Marcella raconte non seulement la résolution d'une affaire criminelle, mais aussi le parcours d'une mère qui n'a jamais abandonné, d'enquêteurs déterminés et d'une communauté marquée à jamais par cette tragédie. Cette histoire nous rappelle que même les dossiers les plus anciens peuvent révéler leurs secrets quand la persévérance rencontre les avancées technologiques et le courage de témoins qui osent finalement parler. Si vous avez apprécié ce documentaire, n'hésitez pas à partager vos impressions et à explorer nos autres récits d'enquêtes criminelles résolues après des années d'attente.